Dans ce tout premier épisode, j'ai la chance d'accueillir Nicolas Gétin, qui est un coach extrêmement reconnu en France. Pourtant, on ne le voit pas sur la scène publique. Il est dans le monde des initiés. Les meilleurs se l'arrachent et tous gagneraient à le connaître. Il est à l'origine de la team et de l'académie Nicolas Gétin et il aide les entrepreneurs et les artistes à reconnecter à leur feu sacré. Nicolas a beaucoup d'expérience dans ce milieu, tu le verras, 17 ans d'expérience dans le monde du coaching et il a beaucoup de choses à nous apporter. Donc je te dis à tout de suite dans la suite de cette interview, je suis sûr qu'elle est remplie de pépites qui vont grandement t'aider. Parole de coach est un tout nouveau format qui va venir interroger des coachs plus ou moins connus qui font bien leur métier autour des problématiques du coaching. On va parler de qu'est-ce qui fait un bon coach, quelles sont les plus grandes erreurs des coachs, quelles sont les anecdotes, quelles sont les erreurs qu'on voit globalement dans le monde du coaching. On va parler de l'avenir de ce métier, de son passé, de son présent et surtout de comment vous pouvez devenir un meilleur coach jour après jour et vivre de ce beau métier et vivre de votre activité. Ce format, il est bien loin de toute la partie business et marketing. Nous allons nous concentrer essentiellement sur l'univers du coaching. Bienvenue dans Parole de coach. Hello Nicolas, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour les personnes qui nous rejoignent. Et je voudrais qu'on commence par définir selon toi le métier de coach. Qu'est-ce que c'est un coach? Ok. Alors, il y a tellement de versions de coach, entre le coach sportif, le coach mental, le business coach, le coach pour la cuisine, le coach pour la sexualité. Ouais. Moi, ma définition, en fait, c'est la personne qui aide son client à cheminer vers son objectif. Donc, si c'est un objectif business, business. Si c'est un objectif de transformation personnelle, c'est l'objectif du client, à partir de ses propres valeurs et à partir de son propre potentiel. Donc après, en fonction, si on est plus sur du life, je dirais que le coach, il aide à trouver ses propres solutions en passant par son système, tout en sachant qu'il y a un inconscient qui a bien verrouillé les choses parce que lui, il est orienté sur la survie et le pouvoir. Donc, voilà. Donc, je dirais ça. En fait, un coach, il t'aide à trouver tes propres solutions. Il y a toujours ce débat qui, à mon avis, n'est pas prêt de finir entre faire générer l'information de l'intérieur ou la donnée de l'extérieur. Donc ça, je pense qu'on en a encore pour quelques années. Ouais. Moi, je dirais que voilà, un coach, il sait maîtriser en fait quand est-ce qu'il se met en position basse, c'est-à-dire je ne sais pas pour toi, mais je sais questionner, je sais gérer les processus et du coup des successions d'étapes. Et je sais pour toi, c'est-à-dire que là, du coup, je ne te fais pas jardiner de l'intérieur. Je crée des espaces où je t'amène du contenu de l'extérieur et c'est inévitable d'amener, notamment sur du business, des contenus de l'extérieur parce que l'être humain apprend par référence et il faut arrêter de croire que tu peux coacher en business juste en faisant jardiner la personne de l'intérieur. Il y a trop de choses contre-intuitives. Donc, non, en business, c'est juste pas possible. Voilà. Moi, je dirais ça, un bon coach. C'est très intéressant. J'ai écouté un podcast ce matin et on me donnait la définition entre guillemets suivante, qu'il fallait bien distinguer l'advisor, conseiller, presque prestataire, qui te dit quoi faire, le mentor qui te dit d'après ma propre expérience personnelle, voici ce qui va se passer et voici ce que tu devrais faire. Et là, donc, tu peux avoir un mentor seulement exactement sur le domaine où tu es. Et le coach qui va poser des questions pour t'amener à la réponse, mais qui est aussi susceptible, de par sa propre expérience, de prendre une casquette de mentor, d'advisor ou peu importe. En fait, je pense qu'on différencie mal, et tu me diras ce que tu en penses, l'outil coaching, qui est un processus d'accompagnement à travers la question et avec des outils thérapeutiques, des outils de PNL et plein d'autres outils possibles, et le métier de coach, qui finalement est le métier d'accompagnement. Le coach peut utiliser l'outil coaching, mais il peut aussi utiliser plein d'autres outils à sa disposition. Ouais, puis on y reviendra sûrement, mais le coaching est un jeune métier. Ouais. Alors après, moi, j'aime me délecter entre la culture américaine qui est vraiment sur je sais pour toi et suis-moi et puis fais comme ça et ça va le faire. Et puis la culture européenne beaucoup plus sacro-sainte de je te fais jardiner, je ne te donne jamais de solution de l'extérieur ou de contenu de l'extérieur.
Et moi, je pense que finalement, avec le temps, avec le croisement des cultures, des informations, des interviews, tout ça va se rassembler un petit peu et qu'il y aura des coachs qui maîtriseront beaucoup plus et la position basse et la position haute et l'alternance entre les deux. On verra, c'est ce que je crois. Qu'est-ce que tu penses, je vais sortir complètement de ma trame parce que ce sujet il est vraiment intéressant, c'est bien qu'on en parle. Qu'est-ce que tu penses justement dans tout ça de la responsabilité du coach, pas responsabilité de résultats et de changement, parce que ça c'est un sujet encore assez compliqué, mais quand le coach sait, et dans certains sujets, il peut savoir, il peut y avoir une bonne réponse, hein, en l'occurrence, typiquement le coach sportif, typiquement le coach dev perso sur un chemin qu'il a déjà vu 100 fois, le coach business, là, il peut y avoir des bonnes réponses et des mauvaises. Le coach qui sait et qui choisit ou non de dire quelle est la responsabilité engagée et qu'est-ce qui, selon toi, encore une fois, c'est ton opinion ici, est la bonne réponse et la bonne approche? Hmm. Alors moi, il y a une révolution dans mon évolution, donc je me fais toujours accompagner et personnellement et professionnellement. Mhm. Mais il y a eu une révolution en coaching business, c'est quand un coach, dès le début, il m'a dit, bon, alors moi, j'ai besoin d'être libre de ce que je vais te dire, c'est-à-dire que j'ai besoin de me sentir complètement libre, décomplexé, de te sortir tout ce qui me passe par la tête. Et c'est là où je vais être le meilleur business coach pour toi. Mais pour que je puisse faire ça, ça suppose que toi, tu sois 100% propriétaire de tes décisions après la séance. Intéressant. Ouais, et donc du coup, pour moi, ça a été une révolution parce que du coup, et encore plus maintenant en fait, c'est-à-dire qu'il y a encore, allez, on va dire entre 8 à 10 ans et plus, on pouvait davantage prévoir des grandes tendances. Mhm. Là maintenant, pour moi, celui qui arrive à prévoir même dans 3 mois, c'est juste un génie. Donc voilà, donc ça veut dire que, Compliqué. ouais, c'est ça. Donc moi, un coach qui pose un cadre en me disant, ben, laisse-moi dire les conneries parce qu'on ne sait pas en fait. Mhm. On sait pas ce qui va se passer. Moi, en entrepreneuriat, donc je suis comme toi, hyper passionné d'entrepreneuriat, mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'on voit des trucs hyper intelligents ne pas marcher Oui. et des trucs grave cons hyper fonctionner. Donc, Je pense qu'on nie, parce que c'est plus facile de nier que notre cerveau il veut du rationnel et de la prévisibilité, etc. On nie la part de chance. Il y ben, a c'est une ça. grande part de chance dans l'entrepreneuriat. Il y a tout plein de moyens d'augmenter drastiquement sa chance, hein, en allant vers ce qui marche déjà, en étant là assez longtemps dans le temps, en se dégoûtant pas, en faisant pas d'erreurs qui peuvent te couler littéralement, mais en faisant que des petites erreurs qui sont rattrapables. Mais il y a juste une part significative de chance. Je pense que, et là on va dévier de 3 secondes de la partie business, je pense que aller chercher juste un métier qui va te rapporter un petit salaire confortable, il n'y a pas de part de chance, il y a juste une grosse part de travail. Mais après, celui qui fera 2000, 10 000, 100 000, 1 million, là, je pense qu'il y a une part de chance qui rentre en compte de time to market. Est-ce que tu es au bon moment, au bon endroit, avec le bon message? Est-ce que ta personnalité, elle colle avec ce que veut le public à ce moment-là? Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, en fait. On peut les adapter, mais on ne maîtrise pas les éléments extérieurs, en fait. Extrêmement. Ben, c'est ça, le marché, il s'en fout de nous. Grave, Disons une bonne fois pour toutes. Donc complètement. voilà, le marché s'en fout de nos états d'âme, etc. Donc moi, très clairement, je vois bien la différence maintenant sur des produits d'accompagnement, par exemple, les stages Feu Sacré. J'aurais Mhm, présenté ça il y a 10 ans, ça ne marchait pas. Je n'ai pas essayé il y a 10 ans. mhm. J'étais sur autre chose. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est là maintenant, voilà, depuis quelques années où tout le monde achète un peu tout et partout, avec une circulation absolument folle de l'information, bon, bah, il y a des choses qui sont effectivement plus faciles à proposer maintenant et à trouver des clients. Donc, effectivement, il y a ce facteur chance de proposer le bon truc au bon Ouais. moment. Il n'y a pas que ça, mais ouais, c'est ça. Je disais ça, je discutais dans un groupe Facebook développement personnel avec une coach. Et elle me disait, je comprends pas, tu dis que c'est le public qui décide l'offre. Je fais oui, parce qu'en fait, juste à un moment, il y a une réalité. Il y a ce que les gens veulent acheter et il y a ce que toi, tu veux vendre. Et c'est ta responsabilité d'entrepreneur de toi t'adapter. C'est pas eux. C'est-à-dire que j'ai souvent des personnes qui me disent, je parle à des gens, mais je dois les convaincre que ma méthode de... Non, 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 tu ne dois pas les convaincre en fait. Tu n'es pas au bon endroit. Tu veux travailler avec des gens convaincus, sinon c'est pas la peine. Mais là, on rentre dans toute la sphère business. Et j'ai pas envie de faire une énième interview business. Il y en a tellement. J'en ai tellement fait moi-même. Ouais.
Et on pourrait refaire un format en. Dites-nous dans les commentaires si vous avez envie d'un format business avec des coachs toujours. Pour parler essentiellement de business, ce serait intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené au coaching, toi? C'est quoi ton parcours vis-à-vis du coaching? Comment t'en es arrivé là? Quels ont été tes déclics? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de faire ça de ta vie? Une multitude d'impuissances additionnées les unes aux autres. Donc, en fait, moi, au début, je voulais être joueur de tennis pro. Ça n'a pas marché, j'ai vite réagi. J'ai essayé d'être basketteur pro. Ça n'a pas marché, j'ai vite réagi. Je suis passé entraîneur et là, ça a marché dans le sens où j'ai pu en vivre. Mais je n'ai pas été au plus haut niveau du basket français et européen. Ok. Alors, il y a la version irrationnelle, hein, donc c'est vraiment cette série d'impuissance apprise. Je ne me connaissais pas, je ne connaissais rien à la vie, je ne connaissais pas mes fonctionnements, pas mes compétences, j'avais beaucoup de troubles émotionnels. Et donc, voilà, donc, quand j'ai été entraîneur, par contre, j'ai été dans les plus jeunes. Donc, j'ai été dans les plus jeunes et à un moment dans la division le plus jeune dans le basket pro en France. Et je coachais contre des gens qui avaient 10, 15, 20 ans de plus que moi. Et j'ai vu une différence de subtilité dans les décisions qui m'a impacté très fort. C'est-à-dire qu'à un moment, la fougue, la niaque, bosser passionnément et dinguement, oui, ok, ça m'a amené à un certain niveau. Mais je voyais des gars en face qui, des fois, en 3 coups de cuillère à peau, te refaisaient l'équipe, tactiquement te plantaient un truc au bon endroit, au bon moment. Et donc, du coup, moi, je mesurais l'écart entre moi et eux. Donc, j'ai fait pas mal entre mes troubles émotionnels et puis, on va dire, mes manques de lucidité tactique étaient en fait beaucoup de manques d'expérience que je ne savais pas accepter parce que je ne savais pas les reconnaître et qu'à mon époque, il n'y avait pas de coach, etc. Il y avait des psys, etc. Mais voilà. Et donc, voilà. Et au bout d'un moment, le métier de coach, d'entraîneur plus précisément, on le connaît. C'est si tu as toujours l'envie de rester et si on veut de toi, ça fonctionne. Mais s'il y a un des deux, soit tu veux changer de club parce qu'on te propose autre chose ou parce que tu as envie de prendre une pause ou qu'on ne veut plus de toi, faut déménager. Et donc, les aspects extérieurs au métier, au bout de quelques déménagements, ça me pesait. Donc, il y a 17 ans, j'ai essayé de me dire, OK, comment tu pourrais trouver un fil rouge entre ta première carrière et la suite. Et donc, voilà, je me suis formé au coaching, à la PNL et je savais qu'il y a 17 ans, voilà, les coachs, il n'y en avait pas comme aujourd'hui, tous les coins de rue. Donc, du coup, j'avais fait un choix qui ne s'est pas avéré judicieux, mais qui m'a ouvert beaucoup de portes. Pas judicieux financièrement, mais qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et je me suis formé à la sophrologie. J'ai eu la chance de tomber dans une bonne école qui, après, m'a remis sur un bon trajet de coaching. Donc voilà, donc c'est des raisons voilà, de beaucoup d'impuissance et puis à un moment le fait de vouloir faire un pont entre ce métier d'entraîneur et un nouveau métier où je trouverais du plaisir, où j'aurais envie d'évoluer, envie de grandir. Donc c'est un mélange de tout ça. Intéressant. C'est quoi les différences que tu as pu constater, toi, entre le coaching il y a, je sais pas, peut-être 10 ans et le monde du coaching aujourd'hui? Alors, je dirais que les perceptions subtiles, ça n'existait pas avant. Donc, on est, voilà, et même encore, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont coachs, mais qui, en fait, il n'y a pas un travail de fond sur la personne. C'est du coaching beaucoup opérationnel, sans vraiment faire travailler la personne sur soit ses potentialités, ses perspectives ou ses angles morts. Voilà. Après, Internet a fait du bien pour moi. J'ai manqué d'informations. J'ai ouvert en 2004. Il y avait Internet, mais voilà. C'était pas pareil. Ouais, c'était pas pareil. Il y avait très très peu de business coach à l'époque, voilà, et donc il y avait peu d'utilisation d'Internet. Donc ça a révolutionné. Après, il y a eu les infoproduits qui sont venus foutre un sacré bordel dans la carrière des coachs. Ah, tu m'étonnes.
Ouais, donc je dirais l'information, les infoproduits ont modifié l'apprentissage pédagogique, donc la relation au client, la relation au temps, donc tout ça a fortement bougé. Donc les perceptions subtiles, c'est-à-dire pour moi la prise en considération de l'inconscient et des mécanismes inconscients profonds. Donc ça, pour moi, ça bouge pas mal de ce côté-là. Mhm. Avant les perceptions subtiles, bah, moi j'ai dû faire aller 12 ans sans savoir que ça existait, tout simplement. Donc voilà, ça pour moi c'est une différence. L'investissement sur soi, je trouve, a beaucoup progressé. Ça a beaucoup progressé. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme différence? Bah, oui, il y a aussi beaucoup la manipulation qui a beaucoup augmenté avec Internet, avec le marketing pour appuyer les douleurs, etc., etc. Donc ça a été beaucoup martelé. Ils ont quand même, voilà, ça a quand même bougé des choses. Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, j'ai toujours l'habitude de comparer en fait le coaching à des étapes de développement de l'être humain. Par exemple, la Ouais. sophrologie est née avant. Et je dirais que la sophrologie aujourd'hui, elle doit avoir 45 ans à peu près. Donc, je dirais que en termes de stade de développement, pour moi, elle serait entre l'adolescence, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de conflits internes entre les fédérations de sophrologie et que je te crée une fédération, puis une autre, puis une autre. Bref, donc je dirais, moi, je la verrais bien un peu maintenant, après s'être, comme un peu l'être humain avant, suffisamment ferraillé pour dire, Mhm. bon, ok, on se détend un peu, là, les guerres de théorie, de machin, de ce qui appartient à truc, etc. Ok, on va peut-être se mettre au service un peu des clients et arrêter les guerres d'ego, évidemment. Donc je dirais, pour moi, la sophro, elle serait à la transition entre l'état adolescent et l'état adulte, c'est-à-dire Ouais. moins de guerre à l'intérieur, moins de je revendique, etc. Pour moi, par contre, le coaching, il T'es est en plein plus dedans. jeune. Voilà. Le coaching, pour moi, il est les premières étapes de l'adolescence. Il est beaucoup plus récent, en fait. Mhm. Donc ça lutte, c'est dans la guerre de je te montre les trucs, etc. Mais en même temps, il faut que jeunesse se passe. Ouais. On ne peut pas faire autrement. Toi, voilà, tu véhicules beaucoup de choses sur l'éducation, la communication, la prise de recul, enfin, par rapport au métier, etc. Mhm. Voilà. Du coup, ben, voilà, on fait aussi des choses de notre côté. Donc, ouais, je dirais que voilà, faut tout ça, que ça va continuer d'avancer. Mais les principales différences, voilà, ouais, je dirais autour de l'énergie, les perceptions subtiles, la manipulation, l'information qui est vraiment, voilà, et puis bah, le format pédagogique avec les Ouais. infoproduits où du coup, il reste quand même beaucoup de confusion entre c'est quoi un produit de transformation et c'est quoi un produit d'information. Et Ouais. puis, il y a des produits de formation qui deviennent de plus en plus matures, de plus en plus performants, qui Mhm. commencent à grappiller un peu sur le champ de la transformation. Donc voilà, donc il y a toutes ces nuances-là au jour d'aujourd'hui. Et puis toutes ces différences par rapport à avant. C'est hyper intéressant. C'est quoi pour toi un monde du coaching qui sera arrivé à l'âge adulte du coup? C'est quoi l'avenir du coaching? On va vers quoi d'après toi, d'après ta propre expérience? Ouais. Alors ça, c'est une question qu'on m'a jamais posée. On va vers quoi? Euh, on va sûrement, alors sur l'énergie, sur des idées beaucoup plus fiables, c'est-à-dire que entre le coaching, plus ou moins, on recherche de la fluidité, on recherche de la légèreté, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut visualiser, etc. Et puis le coaching, il faut être un mort de faim, et puis il n'y a que ça, et tu bosses. J'avais adoré, tu avais fait une vidéo là-dessus, ou une vidéo ou plusieurs même faut bosser 28 heures sur 24, il faut avoir de la productivité. Voilà, je sais que je vais Ah t'aider. là là. Ah là là, Donc, je tu suis vois, tellement fatigué de ça et j'ai envie de dire aux gens, et cette phrase vient pas de moi, si tu as besoin de travailler 14 heures par jour, c'est pas que t'es pas assez bon, c'est pas qu'il faut travailler dur, c'est un problème de confiance en soi. Si tu sais ce que tu fais et que tu le fais bien, quelques heures dans la journée suffisent. Selon les métiers, selon les business, selon les périodes, selon où tu en es, ça peut être 1 heure comme ça peut être 6, hein. Mais il n'y a pas besoin de faire du 6 heures du matin jusqu'à 22 heures. C'est vraiment le piège de l'entrepreneur. Et je pense que le monde du coaching est en train de se rapprocher de l'entrepreneuriat. Et donc, en fait, il y a des coachs qui tombent dans ce piège, tout simplement.
Ouais, c'est ça. Donc, je dirais, pour répondre à ta question, le premier truc qui va bouger en termes de maturité pour moi, c'est la relation de pouvoir. C'est-à-dire que, quel que soit le métier de coach, coach sportif, coach cuisine, coach life, business, tout ce que tu veux, c'est un métier de pouvoir. Et donc, il faut être vachement au clair avec ça. C'est-à-dire qu'on ne va Mhm. pas prendre un coach si on ne projette pas sur lui le pouvoir d'améliorer notre vie, que ce Oui, soit bien sûr. perte de kilos, tout ce qu'on veut. Donc, le truc pour moi qui va bouger et qui est déjà un petit peu des ersatz de bouger, c'est que les coachs vont faire beaucoup plus attention à comment ils rendent le pouvoir aux clients. Oui. Comment ils permettent d'améliorer ton business, améliorer ta perte de poids, ton énergie, etc. Donc pour moi, je dirais que voilà, entre les coachs justement qui disent ah bah, je suis strictement sur le processus, jamais jamais je vais amener du contenu de l'extérieur, et puis les autres qui bourrinent à fond, de toute façon il n'y a que passer à l'action, ça élimine les doutes, etc. Pour moi, Mhm. ce qui va bouger, c'est une maturité entre, bah, c'est toujours un peu moins d'un côté, bah oui, parce que juste poser des questions, visualiser et tout, c'est bien gentil, mais il faut exécuter quand même de temps en temps. Donc ça, bah, ça ne va pas durer bien longtemps à mon avis, donc ça va bouger. Et puis les trucs, tout ce qui brûle, tout ce qui t'énerve, toi et moi, bon, bah, ça va, voilà, tout cet enjeu de qui a la plus grosse, tu vois, Mhm. voilà, donc ça va bouger. Donc pour moi, la première chose, c'est des gens qui vont être beaucoup plus conscients de j'assume un métier de pouvoir, mais mon job est de savoir le rendre. Par exemple, donc moi, j'ai créé, c'est la première, hein, j'ai créé l'Académie Nicolas Gétin pour former des coachs, c'est-à-dire je me suis Oui. décidé à former des coachs, c'est tout récent. Et en fait, je suis souvent sur le truc de, pour moi, un bon coach, ça n'existe pas tant que ça, si ce n'est que c'est d'être conscient de ce qui se passe dans la relation. Donc, quels sont les Mhm. ingrédients que moi je mets consciemment, quels sont peut-être des ingrédients que je mets inconsciemment qui vont freiner mon client, et du coup d'être beaucoup plus perceptif autour de ça dans l'idée de rendre le pouvoir, puisque du coup moi il faut que j'assume mon pouvoir soit sur le processus, soit sur le résultat, soit sur les deux, mais il faut que ça soit au service du client. Donc Mhm. voilà ce que je dirais. La deuxième chose qui pour moi va bouger, c'est le kiff, c'est-à-dire que comme c'est un métier de pouvoir, bah, en fait, il y a beaucoup de gens, tu le sais, et du coup, comme toi, tu es plus développé que nous, tu dois le voir sur les réseaux sociaux, que voilà, c'est un métier qui peut faire briller, donc qui va attirer Oui. les égaux, qui va attirer l'envie de… Parce que bah, tu imagines, hein, si tu as le pouvoir de changer des vies, sur le plan égotique, C'est qu'est-ce que dangereux. tu vois, je remplace Dieu, quoi. Tu vois. C'est très dangereux, on l'a observé. Nous, on a choisi de prendre un peu de recul vis-à-vis de ça et de parler du métier, de se positionner, si tu veux, non plus sur une course au million, mais sur des choses plus raisonnables, plus atteignables. En fait, si tu veux, on a envie de véhiculer quelque chose que la plupart des gens peuvent atteindre. Et pas quelque chose que 1% ou même pas 1% en vrai, hein, Ouais, peuvent c'est ça, atteindre. j'aime bien ça. C'est cette course à l'ego. Oui, oui, je comprends, tu vois, si tu veux, je suis de l'autre côté. Moi aussi, j'ai des clients, ils faisaient zéro avant de me voir. Ensuite, ils font des sommes pas possibles. On en a certains qui sont arrivés jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ok, très bien. Je suis très fier de moi, de mes compétences. Mais en vrai, ces personnes-là, elles ont réussi avec moi, avec ma méthode, parce qu'elles se sont reconnues en moi et qu'elles ont accroché avec moi. Une personne qui réussit avec moi, elle aurait réussi avec quelqu'un d'autre. C'est une personne qui allait réussir et qui cherchait quelqu'un pour lui dire fais comme ça et tais-toi. Dans le business en tout cas, hein. Dans d'autres domaines, je ne veux pas parler. Donc finalement, si tu veux, ma part dans la réussite de la personne et la part que mon ego va venir prendre, elle est assez limitée, mais ça, il m'a fallu du recul et du temps avant d'en arriver là. Avant, c'était ouais, c'est grâce à moi. Non, c'est pas grâce à moi, c'est 100% grâce au client et à ses actions et à sa compréhension de ce que j'ai dit. Ma part de responsabilité dans la réussite comme dans l'échec, finalement, c'est quelques pourcents, peut-être 10%, et encore. C'est, j'ai été la bonne personne au bon moment pour aider l'autre, mais je suis rien de plus que ça. La personne, elle réussit toute seule. Et je pense qu'il faut juste un peu de recul, et moi le premier, je ne l'avais pas au début, hein, pour se dire, ouais, j'aide les gens, ouais, je change leur vie, mais en fait, je les aide à changer leur vie tout seul. C'est eux qui changent leur vie, c'est pas moi. Mm, mm. Donc voilà, puis bah, après, du coup, c'est que je pense que ce qui va bouger, c'est le fait de passer d'une relation avec beaucoup de prise de pouvoir ou etc. à du kiff. Oui. C'est-à-dire quitter cette visibilité, etc. ou rester très visible, hein, peu importe. Mais c'est vraiment autour de kiffer ce métier
qui fait la relation humaine, la transformation, le potentiel humain. Donc, voilà, je dirais que c'est ça qui va bouger. Puis après, il n'y aura pas de salut sans toujours plus de spécialisation. Hmm. Donc pour moi, c'est les trois choses qui vont bouger, le rapport au pouvoir, le rapport au kiff et le rapport à la spécialisation, puisque Ouais, du ok. coup, on va vers une humanité quand même plus consciente, qui kiffe plus sa vie et qui donc est de plus en plus au clair sur le fait qu'elle ne peut pas tout faire. Donc du coup, le focus sur les talents va devenir plus important. Donc, plus de spécialisation. Moi, c'est ça que je dirais. Bon, puis après, Hmm. j'ai envie de faire un peu d'humour. Je dis, bon, je suis choqué que tu n'as pas ton chapeau, Jérémy. C'est pas pour... Il est là. J'espère qu'il est pas loin. Il est là derrière. Donc, le C'est que là, quatrième il point commence à qui faire chaud, changera, je peux pas mettre le chapeau tout le temps. ouais, donc le quatrième point qui changera, c'est que tout le monde aura un chapeau. Après, moi, j'aimerais bien, ce serait cool, hein. Moi, je suis Ah, pour quand le même, chapeau. Vive hein, les chapeaux, plus de chapeaux. plus de chapeaux. Tu as côtoyé beaucoup de coachs ces dernières années, et là de plus en plus, puisque maintenant justement tu les formes à ce métier. C'est quoi les erreurs les plus courantes que tu as vues chez des gens qui voulaient être coach, aussi bien dans leur approche d'eux-mêmes, leur approche du métier et leur approche de l'avenir d'eux-mêmes dans le métier? Les erreurs les plus communes, c'est quoi pour toi? Ouais. Hmm. Ne pas assez se former. Mhm. Alors là, je suis éberlué. Je vois des coachs donc d'ailleurs une personne aussi qui m'a coaché, qui ne se forme pas au métier du coaching. Pourquoi? Parce que elle a peur que son intuition serait touchée. Alors c'est vrai qu'il y a des écoles de coaching qui racontent des trucs invraisemblables et qui renforcent le mental des gens. Oui, c'est vrai. Ok, mais c'est comme d'habitude, en fait. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc, je Hmm. vois en fait beaucoup de coachs qui sont sur mon expérience de vie suffira. Alors là, du coup, pour projeter sur les autres, pour prendre le pouvoir, allons-y, allons-y. Puis après, pour faire des vidéos YouTube pour gueuler sur tout le monde, bah évidemment, parce que du coup, tu as forcément un problème. Bon, bah voilà. Donc ça, c'est sûr, c'est la survalorisation en fait de l'expérience personnelle Hmm. au détriment de la formation et de la prise de recul en permanence. Après, là j'aime bien les Américains, c'est sur le fait de se dire, bah faut rassembler un peu trois identités, faut recruter trois personnes en toi, et du coup ça on n'a pas cette culture-là, c'est-à-dire, bah il y a un expert, donc ça c'est l'expertise de coaching pour ceux qui se forment en permanence. Le fait d'être entrepreneur, donc celui qui a la vision, Mhm. qui porte l'expertise, donc voilà, qui va être capable éventuellement d'embaucher, d'avoir un regard sur l'avenir du métier, etc., etc. Et puis l'identité manager. Donc en fait, pour moi, les erreurs que je vois, c'est ça, c'est tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, et ce que tu ne sais pas te coûte plus cher que ce que tu sais. Ouais. Donc voilà, donc il y a une culture de l'apprentissage continu qu'on n'a pas et une culture entrepreneuriale. Voilà, tu vois, de tout ce que tu milites là, c'est tellement important. Il faut, enfin, voilà, je veux dire, si t'es. Alors, déjà avant, quand tu étais coach, bon, on va dire il y a 15, 10 ans, c'était un peu possible d'être bon et de ne pas t'occuper d'être trop, trop, trop entrepreneur. Tu vois, c'est-à-dire, bon, Mhm. il y avait moins de monde sur le marché, Ouais, le bouche à l'information. oreille. Voilà, l'information circulait moins. Là maintenant, il faut prendre la casquette d'entrepreneur. Donc, juste la casquette d'expert, ça ne suffit plus. Donc, voilà. Dans les autres erreurs que je vois, de, ouais, non, au début, non, principalement ça. Nous, du coup, en fait, quand on s'est réunis avec l'équipe, on a vraiment dit, OK, qu'est-ce qu'on veut faire? Quel type de coach on veut former? Et vraiment, on veut former des coachs entrepreneurs. Donc, Mhm. parce que dans les écoles de coaching, en fait, ben, on t'apprend, et encore mal, à poser des bonnes questions, etc. Par contre, être entrepreneur, la relation à l'argent, les illusions autour de l'échec et le succès, alors là, on te laisse. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui vivent du coaching. Il y en a beaucoup plus qu'avant, mais il y en a très peu par rapport au nombre qui sont formés. Ouais. Donc voilà, dans les erreurs, je dirais. J'ai vu des choses aberrantes, hein, par rapport à des écoles de coaching où effectivement
l'instructeur de l'école de coaching, donc qui apprend le métier de coach, qui rentrait en conflit avec moi à travers sa cliente en disant oui, mais il a dit que, il faut pas que. Et en gros, si les personnes elles faisaient de la communication sur Internet, elles s'étaient radiées de l'école. Ah, mais c'est ça. La personne est venue me voir en me disant Jérémy, il m'a dit ça, 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 qu'est-ce que tu en penses, etc. Je fais alors le boucher répare pas la voiture, c'est tout. Mm. Je lui dis pas comment être un bon coach, je sais pas, c'est pas mon métier, qui me demande pas, qui me disent pas comment faire du marketing, surtout que je peux comprendre qu'il ait envie de se poser qu'une posture de recul, de supériorité, de sachant, et que le marketing Facebook et des choses comme ça, c'est un peu mettre les mains dans le cambouis et que c'est sale, c'est impur, c'est la vente, c'est mal. Je comprends l'idée, mais juste à un moment, si tu es capable de faire des choses bien, si tu fais un beau métier, si tu le fais correctement, c'est aussi ta responsabilité de te mettre devant les yeux des bonnes personnes. Tu n'es pas obligé de le faire de façon pushy et dégueulasse en fait. Hein. Ouais, bah, c'est ça. Donc, je ne sais pas si on parle de la même école, mais ouais, j'ai Je sais même entendu pas. ça. J'ai entendu ça, c'est assez dingue. Bon, ben, les caricatures, là, depuis que j'ai créé l'académie, là, du coup, on côtoie encore plus de coachs et Mhm. waouh, c'est assez dingue. Bon, ouais, moi, j'ai pas trop grand-chose en fait sur les autres erreurs par rapport à C'est tout déjà ça. pas mal. Ouais, ouais. Justement, venons-en aux anecdotes marrantes. Ça c'est un moment que j'attendais parce que je pense qu'on va rigoler. Est-ce qu'il y a des choses particulièrement drôles ou un peu folles que tu as vues au sein du métier de coaching, des écoles, des coachs en eux-mêmes, etc. Sans donner de nom, le but c'est pas de faire du bashing ici, c'est juste de se marrer un peu sur des trucs qui sont tellement déconnants et pourtant acceptés, quoi. Ah oui, alors bah justement, ça va avec la question d'avant. Alors j'ai appris il y a quoi, 15 jours, 3 semaines, et là on était avec l'école de coaching, enfin l'académie, on est tombé des nues. Donc il y a au moins plusieurs écoles qui ont cette philosophie. Donc c'est effectivement, il y a une interdiction aux gens de coacher par Zoom, de coacher par Skype, de coacher au téléphone, etc. Donc très clairement, les gens ne pourront jamais gagner d'argent, ça c'est clair. Bon, Ouais. bref. Mais alors, plusieurs pompons, en tous les cas, celui-là, c'est pour bien coacher, il faut se mettre à gauche, donc en présentiel, de la personne pour être plus proche de l'espace du cœur. Ah non, mais là, tu vois, en 17 ans, là, c'est quand même le pompon. Parce que donc tu peux pas, le coaching en face à face, c'est n'importe quoi. On ne peut pas être à droite. Il faut absolument organiser l'espace pour être à gauche. Donc un truc hyper figé, complètement hallucinant. Et les gens, voilà, travaillent 9 mois avec cette règle absolument. Je suis contente de la dénoncer en vidéo. Voilà, il faut être à gauche pour coacher quelqu'un parce que tu es juste plus proche de l'espace du cœur. Mais what Mon Dieu, the fuck? c'est chaud. Moi, j'en ai eu une bien comme ça. J'étais dans un événement, on était avec des cadres corporés, donc des gens quand même qui ont un certain niveau, un bagage scolaire, scientifique, professionnel, etc. Et je discute avec une personne qui n'arrive plus à pratiquer son métier parce qu'elle est bloquée. Il se trouve qu'en discutant 5 minutes, elle faisait ce métier pour rendre fière sa grand-mère qui vient de décéder. Bon, le truc, il est vraiment, c'est très flag. Hein. Et là, il y a une coach qui vient, certifiée RNCP, tout ce que tu veux, vraiment tout ce qu'on aime, le classique hein, de la certification, et qui limite me pousse hors du cadre, puisque je ne suis pas coach de métier, donc j'ai rien à dire, et qui lui dit non, mais de toute façon, ta grand-mère, on s'en fout, c'est pas ça le plus important, c'est pas du tout par rapport à ça, t'inquiète, viens, on se voit, je vais te régler ça. J'étais à côté, je suis resté mais stomaqué, j'ai quitté la pièce, littéralement, je ne savais pas quoi faire de ça. Et j'ai pris la personne à part. Ensuite, je lui ai dit écoute, si t'es pas confortable le fait d'en parler avec moi, ça ne me pose absolument aucun problème. C'est pas mon métier. Juste, par contre, ce que je te recommande, c'est d'aller creuser dans cette direction et pas forcément avec cette personne-là. Et Hmm. fais-le avec qui tu veux maintenant. Je veux même pas le savoir, j'ai pas besoin d'être au courant. Mais juste, non. Et ouais, ça, c'est un truc, ça m'a vraiment choqué. Ouais, non, mais c'est ça. Bah justement, c'est les prises de pouvoir. Voilà. Des anecdotes, des anecdotes. Qu'est-ce que je pourrais dire? Celle-là, elle est tellement énorme. Pas coaché par Zoom, alors là, parce que soi-disant, l'énergie passe pas, etc. Bon, là, c'est fantastique aussi. Mais Euh, ce qui est magnifique avec ça, c'est que pour ceux qui sont d'accord avec cette théorie autour de l'énergétique, à ce moment-là, l'énergie est au niveau quantique en fait. Hein. Donc zoom, pas zoom, bon, change rien en fait. Hein. mm, Soit tu y crois profondément pas, et alors zoom c'est très bien. Soit tu y crois profondément, et alors zoom c'est très bien en fait. mm, Je mm, peux comprendre par contre que il n'y a pas la même perception, la même charge émotionnelle, etc. en zoom qu'en vrai. mm, mm, Je mm, comprends que si t'es pas habitué à coacher à distance, tu t'y perds au change. mm, Maintenant, il y mm. a des gens qui sont juste formés comme ça et qui le font très bien en fait. Après, moi, tu sais, on reste une petite boîte de 5 personnes, donc
je reste un peu protégé de tout un tas de choses. Tu vois, là, Ouais. il a fallu 17 ans pour créer l'académie, Mhm. etc. Donc, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de caricatures en fait que je rencontre pas tellement au quotidien. Tu vois, là, ça arrive en masse avec l'académie, mais autrement, j'avoue que voilà, j'ai fait le choix de ne pas avoir des centaines de milliers de clients ou Ouais. etc. Donc, peut-être que je ne pourrais pas d'ailleurs, même si je faisais le choix, mais ça, c'est autre chose. Mais en tous les cas, voilà, je suis un peu microcosme, un peu à part, hein. Enfin, je veux dire, notre équipe, il n'y a pas grand monde qui la connaît. Donc, non, je suis assez volontairement, je pense inconsciemment, assez protégé de tout un tas de caricatures parce que tout simplement, je ne suis pas excité par ça Ouais, et je comprends. Ouais. excité par ce que je fais. Voilà, j'ai envie de rester focus sur ça. La Donc, taille en humaine. fait, Ouais. ouais, des anecdotes, j'en aurais sûrement, mais je reste assez, ouais, Mhm. assez protégé de caricatures. Ouais, j'ai pas plus à te dire que ça. Ouais, ouais. Bah, tout à fait. Je te recommande un livre d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, qui s'appelle Small Giants. Et c'est des parcours d'entreprises, alors c'est des boîtes américaines, hein, qui ont choisi de ne pas devenir trop grands, qui se sont arrêtés à un point de rupture, qui auraient pu aller beaucoup plus haut et qui ont fait le choix de rester petits ou de rester là où ils savaient nager, là où ils maîtrisaient, etc. Et tu as en fait des discussions avec tous les fondateurs de ces boîtes. Ça va de très petites boîtes, genre le commerce de quartier qui aurait pu grandir, qui l'a pas fait, jusqu'à des boîtes qui faisaient déjà 50 millions et qui ont fait le choix de ne pas aller à 2 milliards, tu vois. Euh, et ils expliquent pourquoi, ils expliquent comment ils ont fait, ils expliquent ceux qui y sont allés et qui ont fait demi-tour finalement, etc. C'est très intéressant. Moi, je me reconnais beaucoup, beaucoup là-dedans. À savoir que j'ai des ambitions hautes pour mon métier, hein, je gagne déjà très bien ma vie, mais j'ai une limite psychologique en disant ça, je ne veux pas faire. Je vois les sacrifices que ça demande, j'ai pas envie de les faire en fait, juste ça Ouais, ne m'intéresse pas. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est très intéressant. Écoute, je ne savais pas, mais alors savoir que ça existe, tu me parlais de Mmh. l'avenir du métier tout à l'heure, même si c'est hors coaching, que c'est entrepreneuriat, mais moi, j'aime bien savoir qu'il y a un livre, qu'il y a un espace autour de ça et que Ouais. ça, ouais, je trouve ça très, C'est très intéressant. C'est un peu une apologie de la décroissance, mais décroissance dans le sens, pas arrêter la mondialisation, pas arrêter grand, pas arrêter l'internationalisation, c'est pas le sujet. Ouais, C'est le sujet de, il y a des choses qui doivent rester à une certaine taille pour être efficientes, pour ouais, bien c'est ça. marcher. Ouais. C'est-à-dire que je suis très content qu'on ait un Amazon et je suis Mm, très content qu'on ait des librairies. Je ne suis mm, pas sûr que toutes les librairies doivent devenir Amazon et je n'ai pas forcément envie qu'il y ait des boutiques Amazon partout. mm. Elles n'ont pas le même but, c'est pas la même façon de consommer dessus, tu viendrais chercher la même chose. Et à un moment, il faut se demander aussi la mission de ton entreprise. Moi, je suis pas très mission de vie de l'humain. Je Pareil, ouais. pense que la mission de vie, c'est de vivre. Mais par contre, ton entreprise a une mission, elle a une raison d'exister, elle a quelque chose à faire. Et je pense que des fois, en restant à taille raisonnable, alors taille raisonnable, hein, typiquement dans le coaching, tu peux aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros sans devenir un géant, hein. Et je pense que tu arrives à faire des plus belles choses des fois, en fait. Bah, en tous les cas, moi, ce que tu me dis, ça me fait penser à la diversité, en fait. Et la Mmh. diversité de l'être humain, elle est tellement folle et tellement fantastique que bah, si tu as une essence de Richard Branson ou si tu as une essence de Tony Robbins, bah, faut pas faire du Nicolas Gétin. Puis si, Ouais, bien voilà, sûr. si tu es destiné, que tu kiffes le niveau de contrainte d'être en haut, ou peut-être le niveau de liberté aussi, ça, je ne sais pas à leur niveau. Mais voilà, et ben, c'est top parce qu'en fait, voilà, si c'est ton côté unique, bah, si ton côté unique, c'est d'être grand, bah, sois-le. Et puis, Mmh. si ton côté Je suis unique, il d'accord. est d'être un peu plus bas, bah, ne joue pas à celui qui a la plus grosse et puis assume ce que tu fais. Ouais. Mm. Je suis d'accord. Une dernière question avant de passer au mot de la fin. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, toi, pour être un bon coach? Qu'est-ce qui Mm. fait selon toi un bon coach et qu'est-ce qu'on peut faire chacun individuellement dans l'univers du coaching pour être meilleur dans notre métier? Ouais. Alors, bah, c'est de pratiquer beaucoup. Donc, Mhm. si au départ, tu n'as pas trop de clients, bah, pratique, mais avec l'idée, non pas de servir les autres, ça va se faire juste en pratiquant, mais d'être hyper intentionnel sur les compétences que tu veux faire progresser quand tu débutes. Donc, c'est-à-dire, moi, par exemple, bon, je ne suis pas bon pour faire les vidéos parce que ça ne m'intéresse pas, mais si je veux passer un cap, il faut quand même que je sois moins mauvais. Bah, par exemple, dans la formation d'art oratoire là, que je suis, tu ne peux pas améliorer en même temps la diction
et par exemple l'ambiance d'un meeting que tu animes Mhm. voilà, ou d'une conférence. Donc, en fait, ça va être étape par étape. Ouais. Tu ne peux pas améliorer le rythme avec lequel tu parles avec bah, le choix des mots, par exemple. Donc, en fait, voilà. Donc, pareil, donc c'est de pratiquer avec le fait d'être très, très intentionnel sur quelle est la compétence que je veux faire progresser. Mhm. Donc, si je veux faire progresser ma qualité d'écoute, eh ben, que je sois là-dessus, ça me fait penser, tu vois, moi je l'ai là, tu vois, je l'ai toujours. Alors là, j'ai mes post-it, je ne vais pas tous les prendre, tu vois, mais ça va être réponse à la question en direct. Tu vois, j'ai un truc où j'ai des compétences prioritaires, des Ouais. compétences secondaires, et tu vois, je les ai sous mon pif, pas 24-24 parce que je dors, je mange, etc., mais je les ai vraiment face à moi, c'est-à-dire choisir les compétences que je veux améliorer. Globalement, je le vois depuis 17 ans, entre l'écoute, le questionnement, donner du feedback, les compétences hard skills, le business, etc., Mhm. c'est trop flou et on ne peut pas tout faire progresser en Ouais. même temps. Donc, le conseil C'est que je compliqué. donne, ouais, c'est ça, c'est de sélectionner au moins compétences. Moi, par exemple, sur mon truc, bah, j'ai mes compétences de coach et mes compétences de dirigeant. Je les sépare en Ouais. deux. Tu vois, il prend tellement le soleil. Mais voilà, donc compétences prioritaires, compétences secondaires. Donc vraiment, de poser des intentions sur quelle est la compétence, soit que je me donne pour améliorer dans le mois, dans les 3 mois ou dans l'année. Voilà, donc être intentionnel vraiment sur les compétences, c'est un apprentissage et un focus en fait qui se Mhm. travaille. On pourra pas, tu peux pas être coach sans progresser là-dessus. Après, c'est de travailler sa relation à l'argent, au libre arbitre et j'ai envie de dire aux perceptions subtiles globalement. Qu'est-ce que je verrais d'autre comme conseil pour progresser? Ouais, donc la relation à l'argent, la relation à l'entrepreneuriat et peut-être dans la quête en fait de la meilleure version de nous-mêmes ou de la plus haute version de nous-mêmes, ça dépend comment on en parle, c'est de viser chaque année le plus grand écart entre le 1er janvier et le 31 décembre. C'est-à-dire Mhm. que moi, je suis encore en voie de progression là-dessus, mais un des objectifs que je me fixe, c'est peu importe d'où je pars chaque 1er janvier, mais c'est que chaque 31 décembre, que je puisse me regarder en face et de voir qu'il y a un gros écart entre ce que j'étais le 1er janvier de la même année et le 31 décembre. Et que tu Mhm. sois coach au début, coach, on va dire, après 4-5 ans d'expérience ou après, pour moi, en fait, je conseillerais ça, c'est est-ce que tu peux te regarder en face sur l'écart entre le 1er janvier de chaque année et que ce n'est pas forcément un écart financier, hein, tu Ouais. vois? C'est voilà, est-ce que tu choisis mieux les clients avec lesquels tu veux travailler? Est-ce que ton niveau de focus est meilleur, etc. Enfin bref, sur comment tu évalues l'écart entre ton 1er janvier et ton 31 décembre. C'est ça les conseils que je donnerais pour progresser. Mhm. Hyper intéressant. On va arriver aux petites questions de fin, qui sont un peu plus légères, hein. Est-ce que tu as un livre à conseiller pour des coachs, des thérapeutes, des accompagnants qui nous regardent? Ok. Alors toi, je ne sais pas si tu vends ton livre, mais je sais que je l'ai lu sur l'alignement. Donc ça, c'est tout. Enfin, Ouais, c'était mon premier livre. Il date un peu. Il est pas en vente, il est en téléchargement gratuit celui-là maintenant, parce qu'il date un peu et ça fait longtemps que je l'ai pas remis à jour. J'en ai ressorti un autre depuis, etc. bon, sur l'alignement, non? Non, là c'est vraiment une histoire de mindset autour de l'entrepreneuriat, de l'argent, des relations, un peu tout. Donc pour moi, l'alignement, ben, c'est important. Après, quels ont été les livres? Alors, il y a celui-là qui est assez récent, je l'ai pris à côté, c'est Mhm, L'entreprise du bonheur de Tony Hissier, mhm, le créateur de Zappos aux États-Unis. Donc, mhm. il avait à cœur de, ouais, voilà, entre la progression business entrepreneuriale et le fait d'être heureux, il avait à cœur de créer des ponts. Je parle au passé parce qu'il est mort assez jeune. Mais moi, ça m'a amené, comme tu disais tout à l'heure, en fait, beaucoup de légèreté parce que ben, voilà, l'entrepreneuriat et le coaching, c'est des défis. Faut quand même s'y coller. Et donc, Ouais. du coup, ce livre-là m'a amené
plein de choses à reboutiquer, c'est le mot, avec des trucs, par exemple, moi, les valeurs, travail sur les valeurs de l'entreprise. Enfin, il y avait plein de choses que j'ai entendues à droite et à gauche et qui faisaient pas sens. Et là, il y a comme un tronc commun, une colonne vertébrale qui s'est placée avec ce livre. Je regarde si j'en ai d'autres. Bon, bah, Si tu as aimé celui-là, je te conseille aussi, je crois que le titre c'est Let My People Go Surfing. C'est Yvon Chouinard, c'est le PDG de Patagonia. C'est vraiment ah, une marque qui a été créée parce que le mec était un pratiquant d'outdoor extrême, qu'il n'avait pas les bons mousquetons, donc il les a fabriqués pour ses 3 potes et puis ensuite pour ses 20 potes. Il a grossi comme ça, c'est devenu une très grosse marque d'outdoor aujourd'hui, Patagonia. Et ça parle vraiment de toute la culture d'entreprise, autour de la passion du produit, de la passion de l'outdoor et des défis qu'il a été amené à relever et de tout ce qu'il a vécu en tant qu'entrepreneur. C'est un très bon livre. Ça m'a été conseillé par le cofondateur de Bonne Gueule, maintenant il y a un paquet d'années déjà, et j'en ai gardé un souvenir assez fort. ok, ouais, bah écoute, c'est un site que je cite parfois en référence pour des clients. J'aime bien Patagonia, mais tu vois, ce que tu m'as dit là, je ne le savais pas. Ils ont une très Euh, belle culture d'entreprise. ok, ouais, bah ça je savais, mais sur ces points-là, je ne savais pas. Après, il y en a eu tellement des bouquins. Moi, j'ai bien aimé les bouquins de si quand même, Leader sans titre de Robin Sharma. Ok, ouais. Donc ça, ça m'a mis un bon coup de fouet. Les bouquins, évidemment, Brian Tracy de l'effet cumulé. Ça, c'est à Mhm. lire vraiment en début de carrière. Ouais. C'est un des fondamentaux, mais je pense qu'il est toujours vraiment d'actualité à mes yeux. Ouais, je dirais principalement ces bouquins-là. Je ne suis pas trop fan, là, même si je vais lui faire de la pub, mais ah bah non, je ne l'ai pas là, il est derrière. Il me semblait le voir. Bon, bref, le bouquin de Grant Cardone, j'ai acheté Mhm. le truc x10, là, c'est pas le truc dont je Ouais, suis TEDx, ouais. très, très, très fan. Enfin, j'ai lu son premier Et sur l'obsession. il y a des choses intéressantes à en prendre, hein. C'est un Ouais, c'est entrepreneur qui a ça, je pense qu'il doit y réussi. avoir, mais Il y a plein de choses à redire sur lui, sur ce qu'il raconte, sur ce qu'il montre, etc. ouais. Il Ah, n'empêche que ceux qui le critiquent sont moins longs que lui. Donc bon. ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc en termes d'action, il montre des choses. Alors je sais qu'il y avait le livre, mais je suis incapable de le donner, qui est du business coach aux États-Unis de mon frère, qui est un gars qui est mort du Covid, là, qui était extraordinaire. Non, j'ai plus le nom en tête. Donc, tu pourras me le redonner plus tard, je le mettrai en description. Ouais. Ok. Ce sera Et plus simple. puis, s'il y a les bouquins de l'ex-entraîneur personnel de Michael Jordan, Mhm. comment il s'appelle? Tim Grover. D'accord. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le lisent. Et c'est vrai il y a des bonnes choses sur le mental, comment faire face à l'opposition, etc. Il y a vraiment de bonnes choses. Ouais, je conseillerais ça. Mm. Mhm. Super. On arrive à la fin. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais dire, un conseil que tu voudrais encore donner, quelque chose que tu n'as pas eu l'occasion de dire pendant cet échange et que tu voudrais dire pour finir cette discussion? Ouais. Eh bien, en fait, tu as dit un petit peu quelque chose dans ce sens-là. Et moi, c'est mon expérience et ma croyance, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de modèle pour la vie. La vie n'est pas scriptée et tant Hmm. mieux, même si des fois on en chie notre race quand même, hein, quand même. Grave. Grave, voilà. Mais par contre, moi, je fais partie des gens qui militent sur le fait qu'il y a un mode d'emploi pour être soi. C'est-à-dire qu'on a un système, on a des talents qui sont uniques. Et pour moi, bah là, c'est pour moi mon truc, hein, c'est l'énergie. Ton niveau d'énergie détermine tes résultats ou ton niveau d'énergie détermine ton niveau d'épanouissement. Mhm. Donc pour moi, il y a vraiment un mode d'emploi pour être soi qui est différent d'un mode d'emploi de la vie. Donc voilà ce que j'ai envie de dire pour finir. Ok, bah écoute, super. En plus Je te... de te remercier de m'avoir invité. C'est Avec une première, hein, plaisir. c'est ça, c'est une nouvelle direction. Ce sera l'épisode numéro 1. Je n'ai même pas encore décidé du titre de ce format. Et je me suis dit que ce serait cool que tu sois le premier. Là, j'ai plusieurs interviews dans les prochains jours qui sont programmées. Mais tu seras le premier épisode, ouais. Ok, c'est sur ta chaîne habituelle ou ça va être sur Ouais, une chaîne? Ok, toujours non sur ma chaîne habituelle. ok, Je ferai une playlist et un format à part. ok, ça va.
Merci pour le temps que tu m'as accordé. Merci pour toute la valeur que tu as donnée pendant cet échange, parce que je pense que tu as dit beaucoup de choses qui ne sont pas assez dites sur Internet, sur YouTube, un peu partout, et à destination des coachs. Donc, je suis très content qu'on ait pu avoir cet échange. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis, de toute façon, je ferai une outro à part, comme d'habitude. Je suis devenu professionnel. je fais les choses bien maintenant. Okay. Merci à toi, Jérémy, pour ton invitation. Merci. C'est cool. C'est déjà la fin de Paroles de coach. Il y aura d'autres épisodes très bientôt. Je vais essayer de publier un épisode par semaine minimum sur ce format. N'hésite pas à aller regarder les autres épisodes de la chaîne, comme par exemple Questions de coach, où je réponds professionnellement par rapport au business et au marketing à des questions qu'on se pose quand on est coach ou thérapeute. Surtout, n'hésite pas à mettre un pouce pour propager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. C'est là que tu retrouveras des cadeaux, des bonus, 100% de choses destinées aux coachs et aux thérapeutes. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Si tu as la moindre question à me poser ou que tu veux la poser à Nicolas directement, tu peux le faire dans les commentaires. Et maintenant, regarde les vidéos que je te recommande. À bientôt.